programmes libres de mauvaise qualité et d'améliorer la qualité. C'est quelque chose que nous pouvons faire. Seulement du travail. L'autre est sous le contrôle des autres. Donc, en 98, la majorité était de l'autre camp. Donc, ils ont adopté très vite l'expression open source. Les entreprises, pour la plupart aussi, donc les politiciens et les médias ont suivi les entreprises. Dès lors, dans les médias importants, on ne voit presque jamais free software. C'est un peu mieux en français. On voit parfois logiciel libre, mais il faut faire l'effort de le défendre pour que nos idées éthiques ne soient pas cachées des gens. Et la majorité de ceux qui connaissent mon nom pensent que j'appuie l'open source. Ils m'écrivent pour me remercier de mes contributions à l'open source. Je dois expliquer à chacun qu'il a été mal informé. Et je dois le faire de manière assez forte pour qu'ils prennent note de la différence entre logiciel libre et open source. J'ai vu plusieurs articles qui m'ont appelé le fondateur ou le père d'open source. J'écris une lettre à l'éditeur qui dit « Si je suis le père d'open source, il a été conçu par l'insémination artificielle avec de la sémence volée, sans mon autorisation. » Puis j'explique le mouvement logiciel libre et notre philosophie. Et voici le but de la lettre. Mais j'aime bien commencer par une blague. Mais le point, c'est que à cause de leur réussite à séparer, dans la vue de beaucoup, notre travail de notre philosophie, nous devons faire des efforts continus de diffuser notre philosophie et le nom logiciel libre. Et nous aurons besoin de ton aide dans cet effort. Tu as le choix de dire open source ou logiciel libre. Si tu es d'accord avec eux, tu peux le dire. Mais si tu es d'accord avec nous, dis-le. Dis-le toujours. Ne dis jamais open source si tu es d'accord avec nous. Et chaque fois que tu entres dans une conversation sur l'informatique, sur quelques questions informatiques, et d'autres disent open source, tu as l'opportunité d'insister sur logiciel libre pour montrer que pour toi, c'est une question éthique et pas seulement de la qualité du code. Surtout quand des autres insistent sur open source, il est important que tu insistes sur logiciel libre et que tu expliques pourquoi. Et tu peux donner des références, des liens pour expliquer plus. Par exemple, gnu.org/philosophy/open source misses the point.html. Autre obstacle est quand les produits physiques exigent un programme privateur parce que leur mode d'emploi est secret. C'est un problème assez commun aujourd'hui. Ils veulent te vendre le produit, ils refusent de te dire comment l'utiliser. En lieu de ça, ils t'offrent un programme privateur et te disent « utilise-le et tais-toi ».
nous ne pouvons pas l'utiliser. Ça nous priverait de notre liberté. Donc, il faut faire l'ingénierie inverse pour découvrir le mode d'emploi du produit en étudiant le fonctionnement ou le programme privateur pour écrire le mode d'emploi, puis quelqu'un d'autre peut écrire le remplacement libre pour ce programme. Et cette école doit enseigner l'ingénierie inverse. Si tu veux faire une contribution technique importante à la communauté libre, fais l'ingénierie inverse. Et cette école doit l'enseigner parce que ce n'est pas seulement essentiel pour l'avance de la liberté, c'est aussi une carrière professionnelle lucrative. Très peu le font, il y a beaucoup de demandes. Quelqu'un qui apprend à faire bien l'ingénierie inverse peut commander beaucoup de revenus. Il faut l'enseigner donc. Mais quant aux écoles, l'école doit enseigner uniquement le logiciel libre. C'est-à-dire, quand l'école enseigne, ou directement ou seulement pour offrir l'utilisation des ordinateurs, l'utilisation de quelques programmes, ce programme doit être libre. L'école a une mission sociale d'éduquer des bons citoyens d'une société forte, capable, indépendante, solidaire et libre. Dans l'informatique, ça veut dire de graduer des utilisateurs habitués au logiciel libre et donc capables de participer dans une telle société. L'enseignement d'un programme privateur va à l'encontre de cette mission sociale parce que c'est d'implanter de la dépendance dans la société, de rendre dépendants aux élèves. De leur donner du logiciel privateur est comme de leur donner du tabac. L'école ne doit refuser sa participation dans ces efforts. Et tu sais qu'il y a plusieurs décennies, les entreprises du tabac donnaient des cigarettes gratuites aux enfants pour leur rendre addicts. Maintenant, ils donnent en cadeau des programmes privateurs pour leur rendre addicts. Mais il y a aussi l'éducation morale pour éduquer des gens habitués à coopérer, à aider les autres. Donc, chaque classe doit avoir la règle suivante. Les élèves, si tu apportes un programme à cette classe, tu ne dois pas le garder pour toi. Tu dois partager des copies avec les autres, y compris du code source, au cas où quelqu'un veut apprendre, parce que cette classe est un lieu pour partager les connaissances. Donc, il n'est pas autorisé d'apporter des programmes privateurs à cette classe, de ne pas être pour l'ingénierie inverse. L'école doit suivre sa propre règle pour donner le bon exemple. Elle doit apporter uniquement du logiciel libre à la classe et donner des copies avec code source à tous qui désirent des copies, sauf les exercices de l'ingénierie inverse. Il faut ne pas montrer aux élèves le code source des exercices jusqu'à avoir reçu leur travail. Donc, mais il y a aussi une question de l'éducation dans la programmation. Chaque programme incorpore des connaissances. Si les privateurs ils cachent ces connaissances des étudiants, donc le programme privateur est l'ennemi de l'esprit de l'éducation et ne doit
pas être toléré dans une école, sauf pour l'ingénierie inverse. Mais le programme libre offre ses connaissances, présente ses connaissances aux étudiants. Il appuie l'éducation. Et comment apprendre à écrire bien le code? Par lire beaucoup de code et écrire beaucoup de code. Seulement le logiciel libre offre l'opportunité de lire le code des grands programmes qui s'utilisent. Puis, pour pouvoir écrire bien le code des grands programmes, il faut écrire beaucoup de code de grands programmes, mais il faut commencer par le petit. C'est quoi le petit dans l'écriture de code pour des grands programmes? Écrire des petits programmes n'est pas encore commencé. Le commencement par le petit, c'est-à-dire des petits changements dans des grands programmes existants qui s'utilisent. Et uniquement le logiciel libre offre cette possibilité. N'importe quelle école peut offrir l'opportunité de maîtriser l'art de la programmation si elle est une école du logiciel libre. Les droits humains dépendent les uns des autres. Si nous perdons un droit humain, ça rend plus difficile de maintenir les autres. Aujourd'hui, vu que nous utilisons le logiciel pour faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités importantes dans la vie, le contrôle de notre activité informatique, c'est-à-dire que le logiciel soit libre, est devenu un des droits humains nécessaires pour défendre les autres. Et ça exige parfois des sacrifices. Heureusement, dans notre champ, ce sont typiquement des petits sacrifices. Il n'y a pas besoin des grands sacrifices. Mais il y en a qui refusent n'importe quel sacrifice. J'ai parfois proposé de migrer au logiciel libre à quelqu'un qui a répondu « Quand tu me présentes un programme libre qui est 100% aussi commode que ce programme privateur et qui ne manque aucune fonctionnalité que j'utilise, je serai prêt à migrer. » Et ce qu'il dit vraiment, enfin j'ai reconnu, c'est que pour lui, la valeur de la liberté est zéro. Et le sot qui ne valorise pas la liberté la perdra. On ne peut pas le forcer de changer d'avis, mais on peut le citer comme exemple de sottise pour éduquer les autres. Comment donc aider notre mouvement? Si tu es bon programmeur, tu peux contribuer au programme libre. Je te conseille de contribuer, de faire d'abord des contributions importantes à 10 ou 20 projets, puis tu sauras gérer un projet. Tu sauras gérer un projet. Donc, il faut ne pas commencer par lancer un nouveau projet. Il faut commencer et faire l'apprentissage de contribuer au projet des autres. Mais si tu n'es pas programmeur, tu peux organiser politiquement le mouvement, organiser des groupes pour pressionner ou pour diffuser les idées. Tu peux devenir conférencier. Pourquoi pas? C'est une contribution très importante. Tu peux convaincre les écoles et les États à migrer au logiciel libre. J'ai déjà expliqué pourquoi les écoles regardent gnu.org/education, mais les États, pourquoi est-ce que les États doivent utiliser uniquement le logiciel libre pour maintenir la souveraineté informatique du pays? L'État n'existe pas pour soi, ou au moins les États légitimes et justes n'existent pas pour soi. Ils existent
pour le peuple. Et quand les agences publiques font de l'informatique, elles la font pour le peuple. Donc, elles ont le devoir, la responsabilité de maintenir complètement leur contrôle de cette informatique au nom du peuple. C'est-à-dire d'utiliser uniquement des logiciels libres parce que les utilisateurs, y compris les agences publiques utilisatrices, en ont le contrôle. Si l'agence publique utilise un programme privateur, elle perd le contrôle de son informatique qu'elle fait pour le peuple. Ça, c'est insupportable. C'est une erreur grave qu'il faut corriger. Les agences publiques aussi doivent éviter le service comme substitut. Mais si c'est l'État qui gère le service, en ce cas, c'est bon. Parce que comme ça, c'est l'État qui utilise le service et l'État qui a le contrôle du service, donc c'est correct. Donc, regarde gnu.org/philosophy/government-free-software.html pour d'autres politiques proposées de l'État pour migrer au logiciel libre. Évidemment, la migration de l'État durera des années, mais ne doit pas durer des siècles. Si tu es utilisateur expert, tu peux aider les autres. Ça contribue aussi. Tu peux lancer un groupe d'utilisateurs GNU et Linux. Ou tu peux participer dans un groupe d'utilisateurs Linux pour le convaincre de changer de nom. Avec chaque manchot, à chaque manchot son GNU. Jamais un manchot sans GNU. Je suis allé à un pays où il y a des manchots et des GNU. C'est l'Afrique du Sud. J'étais très content. Et dans ma première visite, j'ai vu des GNU et j'ai vu des manchots. Et quand je vois dans quelques événements un gros manchot sans GNU, je dis « J'ai horrible manchot ». Ah, j'ai oublié de dire, quand j'ai mentionné les disques Blu-ray, un libriste fait les courses avec ses enfants et devant la caisse, il découvre dans le chariot un petit sac avec un disque porteur de menottes numériques et il dit « Sacré bleu !» Et autre manière de nous aider est de dire free software ou mieux logiciel libre parce que ce n'est pas ambigu et ne jamais open source. Tu promeus un mouvement pour les droits humains en citant son nom, pas le nom de la réjection de ses idées. Il y a d'autres manières de nous aider. Regarde gnu.org/help. Pour une liste, il y a plusieurs équipes dans lesquelles tu peux participer si tu veux. Beaucoup de manières de nous aider. Tu peux aussi financer notre mouvement en achetant des trucs ou par fsf.org, tu peux acheter aussi. Tu peux t'adhérer. Tu peux t'inscrire dans l'FSF comme membre. Par ma présence physique, tu as l'opportunité de payer ta cotisation annuelle en liquide pour te faire membre. Mais tu peux aussi le faire par fsf.org. Dans gnu.org, il y a d'autres choses intéressantes. Il y a gnu.org/gnu qui présente l'histoire et
du projet. GNU.org/philosophy présente beaucoup d'articles sur des questions éthiques et politiques et philosophiques relationnées au logiciel libre. GNU.org/licenses présente tout sur la licence. GNU.org/proprietary présente les exemples de maliciels privateurs. GNU.org/distros présente tout sur les distributions lesquelles sont libres ou pas. Et FSF.org présente des ressources utiles pour utiliser, diffuser ou développer du logiciel libre. Dans fsf.org/resources. Il y a aussi des campagnes de pression politique que tu peux appuyer par le réseau. Maintenant, nous avons une campagne de pression au World Wide Web Consortium de ne pas légitimiser le Digital Restrictions Management. Parce que dans quelques jours, il considérera cette question. Donc, il faut que les gens expriment leur opposition, leur haine pour le DRM. Regarde donc fsf.org/campaigns. Maintenant, c'est le moment de présenter mon autre identité. Si tu le connais, prêt à devenir un dire. Je suis le saint Ignucius de l'église d'Emacs. Je bénis ton ordinateur, mon fils. Emacs était au commencement un programme éditeur extensible de textes que j'avais écrit qui est devenu à travers des années une manière de vivre pour beaucoup parce qu'ils l'avaient extendu jusqu'à pouvoir faire tout son informatique sans sortir jamais d'Emacs. Et puis, il est devenu une église avec le lancement du groupe de notices alt.religion.emacs, auquel la visite pourrait te divertir. Dans l'église d'Emacs, nous avons un grand schisme entre plusieurs versions d'Emacs et nous avons des saints mais pas de Dieu. En lieu de Dieu, nous adorons le seul vrai éditeur Emacs. Pour te faire membre de l'église d'Emacs, tu dois prononcer la confession de la foi. Tu dois dire, il n'y a pas de système que GNU. Non, il n'y a de système que GNU et Linux est un de ses noyaux. Puis, si tu deviens expert, utilisateur expert, tu peux le célébrer avec notre cérémonie, le Fubar Mitzvah, dans laquelle tu chantes une portion de notre texte sacré, c'est-à-dire le code source du système. Dans la communauté libre, nous avons éliminé
le sacerdotisme de la technologie, parce que tout le monde est invité à lire notre texte sacré. Nous avons aussi le culte de la Vierge d'Emacs. Ça se réfère à n'importe qui n'a jamais utilisé Emacs. Et selon l'Église d'Emacs, lui offrir l'opportunité de perdre la virginité d'Emacs est un acte béni. Nous avons aussi le pèlerinage d'Emacs. Il s'agit d'invoquer toutes les commandes d'Emacs en ordre alphabétique. Il y a un secte rebelle tibétain qui croit qu'il suffise de les exécuter automatiquement sous le contrôle d'un script. Ils le font répétitivement des millions de fois automatiquement, mais l'Église mère dit que pour gagner de la mérite spirituelle, tu dois les taper à la main. L'église d'Emacs a des avantages comparés à d'autres églises, par exemple d'être saint dans l'église.